Donc bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que les participants nous rejoignent. Bonjour à tous. Voilà. Donc nous sommes en prévision d'une plus d'une centaine d'inscrits. On est à un quart, donc je pense que Thérèse, si tu le veux bien, on va commencer. Et donc bonjour à tous. Et je m'appelle Guillaume de Cormeil. Moi, je suis infirmier de formation et je suis doctorant au sein de la société Sim4Health. Dans le cadre de ma thèse, je travaille essentiellement sur les apprentissages des étudiants infirmiers à travailler avec un outil numérique et ce que propose la société Sim4Health. Et donc, dans le cadre de cette crise, en tout cas de ce confinement, nous avons l'honneur et le plaisir avec Thérèse de vous présenter un échange et un débat qui fait suite à certaines initiatives que la société a prises pour aider formateurs, directeurs, DIFSI et surtout accompagner les étudiants durant leur formation. Donc, avant de débuter, je tiens à rappeler quelques consignes, puisqu'il s'agit d'un échange de questions et de réponses. Et donc, pour ce faire, vous avez, participants, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions et vos réponses via le chat de Zoom. Ces questions-là nous seront remontées. Je les reformulerai pour pouvoir les poser à Thérèse en direct. Comme certains se sont déjà inscrits et donc nous avons fait part de leurs questions auparavant, par politesse, nous commencerons essentiellement à répondre par leurs questions. Et ensuite, nous débattrons avec les questions qui nous viennent au fur et à mesure. Pour toutes les questions qui ne seraient pas abordées aujourd'hui, Thérèse et moi vous répondrons par mail en suivant pour répondre à toutes vos questions. Donc, sans plus attendre, nous allons débuter. Et donc, je tiens à recentrer un petit peu l'objet de cette intervention qui fait suite à une initiative de la part de Sim4Health. Donc, effectivement, comme vous le savez tous, Sim4Health, pendant cette crise, a mis en place à disposition de manière gratuite à l'ensemble des IFSI de France l'ensemble de sa collection de simulateurs numériques en soins infirmiers. Donc, pour faire simple, les simulateurs que vous avez testés, utilisés, vous ont permis d'acquérir un certain nombre de situations de soins autour des 10 compétences du référentiel. Cependant, nous aborderons pour la première question, effectivement, la compétence 8, dédiée essentiellement sur la recherche paramédicale et qui opère des opérations mentales en lien avec le raisonnement clinique de la compétence 1, ne sont pas forcément abordées en tant que telles, même si vous avez pu voir qu'il y a des références aux liens de sociétés savantes, références d'ouvrages qui appuient les réponses. Ensuite, l'initiative qu'on a entreprise avec Thérèse était de vous proposer une interview très naturelle, on va dire, pour faire des abstractions réfléchissantes autour de ces situations de soins qui nous ont permis de savoir comment aborder le raisonnement clinique en lien avec des simulateurs numériques. Et ceci nous amène aujourd'hui à vous présenter cet échange et ce débat pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ces réflexions et qui, j'espère, vous accompagne dans la formation de vos étudiants et surtout dans le partage de ces connaissances entre tous. Bien sûr, on ne va pas parler spécifiquement de simulateurs numériques, mais par contre de raisonnement clinique au sens large, de manière transversale, en lien avec la pratique clinique. Et donc, sans plus attendre, Thérèse, je vais te laisser la main pour répondre à la première question qui était en lien avec la compétence 8 et donc justement les opérations mentales et qui ne sont pas abordées en tant que telles dans un simulateur dédié. Oui, effectivement, j'ai beaucoup axé sur la transversalité du raisonnement clinique à travers les 10 compétences. Et ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'avec la compétence 8, nous mobilisons les mêmes opérations mentales que j'ai remis là sur la diapositive, qui sont le questionnement, le réflexe de questionnement, qui est très important aussi au niveau de la recherche, les intuitions perceptives, l'induction avec les hypothèses et les déductions avec une logistique de recherche, le recueil de données complémentaires et sans oublier tout au long des étapes d'une méthodologie de recherche, la créativité. Donc c'est vrai que j'insiste beaucoup lorsque je fais des conférences sur la notion de mobilisation des opérations mentales tout le long des 10 compétences et je suis persuadée, il faudrait le démontrer d'ailleurs dans une recherche, j'avais mis au défi à des étudiants d'école des cadres de pouvoir le faire.
Je suis persuadée que plus on mobilise les opérations mentales du raisonnement clinique à travers les différentes compétences, on favorise bien sûr les capacités de recherche pour un étudiant et plus tard donc pour un professionnel de santé. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'était important effectivement de le rappeler. La personne qui a posé la question était un peu déçue, Guillaume, de ne pas avoir de simulateur. Donc, je pense que tu peux apporter une réponse. Oui, alors bien évidemment, bien sûr, il y a eu un certain nombre de compétences qui ont été faites. Mon rôle aussi au sein de la société, c'est d'apporter un certain nombre peut-être de nouveaux scénarios et en lien avec la recherche, un simulateur actuel va être débuté. On a eu des initiatives par rapport à des retours que j'ai eus en direct par téléphone de scénarios très intéressants. Et donc, effectivement, peut-être de faire sous forme d'une consultation ou en tout cas un patient qui arriverait pour parler d'une question autour d'une problématique de soins et en ne sachant pas si c'est vrai ou faux et savoir comment lui apporter un élément de réponse basé sur des données probantes ou en lien avec une pathologie. Et donc, c'est des choses qui vont être en cours de développement et de création pour pouvoir compléter cette collection. Donc, bien sûr, si des personnes experts, formateurs qui souhaiteraient se joindre à nous pour compléter ou enrichir cette collection, c'est avec grand plaisir que nous les accueillons, puisque c'est une thématique, comme on le reprend, hein, et à l'instar de Laurent Poiroux, qui a écrit son livre sur la mise en place des données probantes dans la pratique clinique. Bien sûr, c'est une thématique incontournable. Et si on va en route vers l'universitarisation, c'est sûr que la recherche est en lien avec tout ça. Donc malheureusement, effectivement, il n'y a pas de simulateur dédié. Comme vous l'avez pu le voir, essentiellement, il y a des boutons de commentaires qui viennent renforcer les réponses oui, non, en s'appuyant sur des références d'ouvrages, des textes, et qui renvoient à certaines données probantes. Et donc, c'est là que les formateurs puissent appuyer un petit peu ces notions-là et faire renvoyer les étudiants à ce questionnement réflexif sur cette pratique. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de simulateur dédié, mais il est en prévision. Voilà. Donc après, si on veut poursuivre sur une deuxième question, effectivement, dans toute la mesure de ton travail sur l'outil et le modèle trifocal, dans quelle mesure cet outil pourrait conduire à identifier un certain nombre de problèmes de santé en lien avec la personne entrant en hospitalisation et surtout, quelles seraient les difficultés, on pourrait dire, pour faire un tri dans toutes les données que nous apporterait cette personne dans le recueil de données. Et comment tu pourrais nous apporter certains éléments de réponse à partir de ça sur des données centrées, en tout cas sur des requêtes de données? Oui, alors je pense que là, c'est effectivement une question que nous avons reçue qui met en évidence qu'on est peut-être un petit peu dispersé quand on fait un recueil de données et comment faire le lien entre ce recueil de données et le modèle clinique trifocal. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'insiste beaucoup sur le terme clinique, donc le modèle clinique trifocal. Je vais essayer de faire le parallèle avec la réalité du terrain, hein, qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit en secteur extra-hospitalier. C'est très rare qu'une infirmière fasse ce qu'on appelle une évaluation globale de santé. Donc, j'attache beaucoup d'importance à ce que le recueil de données soit un recueil de données orienté, c'est-à-dire qu'il doit partir d'une macro-cible. Et d'ailleurs, ça sera en lien avec une question qui nous a encore été envoyée tout à l'heure. Une macro-cible que je vais appeler une macro-cible d'entrée, qui, bien structurée, doit nous amener à avoir des indices, des indicateurs qui seront en lien avec différents éléments du modèle clinique trifocal, et ces indices et ces indicateurs doivent orienter le recueil de données basé sur des hypothèses, et les conclusions cliniques vont faire l'objet d'une synthèse clinique initiale. Alors, c'est un petit peu théorique ce que je vous dis, mais je vous renvoie à une fiche qui a été publiée en 2010, et je pense que vous êtes nombreux à les avoir, d'après mes échos. Les fiches qui ont été publiées dans la revue Soins
Les premières ont été publiées en 2010 sur le raisonnement clinique, donc il y en a 10, et les deuxièmes en 2013 sur les plans de soins types et les schémas cliniques. Dans les premières fiches en 2010, vous avez un exemple justement sur ce que je suis en train de vous dire, sur la macro-cible d'entrée, la structure de cette macro-cible. Vous avez un exemple qui est avec un exemple réel que j'ai eu à l'hôpital d'Arcachon, au service des urgences, avec une enfant, Solène, qui est rentrée pour rentrer en pédiatrie. Et donc là, je vous ai mis la macro-cible, la synthèse clinique initiale, et je vous ai fait donc un commentaire théorique. Et donc, je vous renvoie effectivement à cet exemple-là. Il faut que la macro-cible, je vais terminer sur la structure de la macro-cible. C'est très important de dire Madame X, AG2, entrée pour, avec le motif d'entrée dans le secteur où vous êtes, et non pas le motif d'entrée, par exemple, service des urgences. Si on est en rééducation, c'est le motif d'entrée en rééducation. Donc, Madame X, AG2, entrée pour, contexte d'hospitalisation, vient du domicile ou vient d'un foyer logement, etc. Les antécédents pertinents, passifs et actifs, avant l'histoire très rapide de la maladie, et ça déjà, ça fait une structure qui donne des indicateurs. Ensuite, on est sur le contexte familial, social, professionnel, et on termine par les observations référentes. Je prends un exemple dans les observations référentes. Pour un monsieur, par exemple, qui est rentré en chirurgie, on va mettre, si c'est le cas, bien sûr, ce monsieur dit être anxieux. Dit être anxieux, ça veut dire qu'on va devoir aller l'analyser pour voir ce qu'on a effectivement, si c'est une anxiété, si c'est une peur, etc. Et on va le mettre dans la synthèse clinique initiale. Voilà, donc on va retenir qu'il faut une macro-cible d'entrée structurée pour pouvoir faire un recueil de données orientées. Parce que faire un recueil de données, évaluation globale de santé, ça n'est pas la vraie vie des professionnels de santé. Voilà. Ce que je peux répondre, hein, parce que je vais essayer de ne pas aller trop loin quand même dans chaque réponse. Et donc, justement, ça reprenait une troisième question qui était centrée sur quels étaient les éléments et donc qui seraient des indices, hein, comme les signes, les symptômes, les traitements, les diagnostics médicaux, l'âge, qui orienteraient effectivement vers ces hypothèses et qui seraient des indicateurs vers une approche systémique. Et donc, nous l'as un petit peu abordé, mais qu'est-ce que tu peux compléter un petit peu dans ce sens-là? Effectivement, j'ai une question très pertinente que je n'avais jamais eue d'ailleurs jusque maintenant, qui me demande si dans la notion d'indice, on peut considérer les signes, les symptômes, les traitements, les diagnostics, l'âge, etc. Si vous avez compris ma réponse précédente, on va mettre dans une macro-cible d'entrée un ensemble d'indicateurs que vous pouvez appeler indices, mais ce n'est pas le même sens que l'indice quand on est avec un raisonnement hypothético-déductif. On va avoir un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs vont vous donner des idées, vont vous donner des indices, vont vous orienter vers des hypothèses. Et je pense que c'est important effectivement d'avoir une approche contextuelle globale, comme vous le proposez d'ailleurs dans votre question, d'indicateurs, mais moi je vous ai proposé que ce soit structuré dans la macro-cible d'entrée. Et ces indicateurs donc, vont vous orienter vers des indices à aller explorer. Hein, si dans la macro-cible, vous avez mis qu'il y a une douleur ou que le matin, le malade se plaint en entrant dans le service, c'est l'indice, bien sûr, de quelque chose de plus précis que vous allez avoir à explorer avec le raisonnement hypothético-déductif. Voilà, donc je pense que effectivement, la notion d'indice, on peut entendre tout ça. Faites peut-être la différence entre des indicateurs et des indices qui sont plus des signes ou des symptômes qui vous donnent des hypothèses et qui vous emmènent dans le raisonnement hypothético-déductif. Donc, pour poursuivre un petit peu dans les questions, effectivement, le contexte actuel et le mode dégradé de la formation a amené tous les IPSI, formateurs, directeurs, étudiants, à revoir aussi un petit peu leur approche et leur méthode de formation. Et donc, il y a une adaptation majeure qui est
qui a été faite par l'ensemble des IFSI pour justement poursuivre la formation. En lien avec cette créativité et ces nouvelles méthodes pédagogiques, il y a une question qui demande effectivement comment faire des enseignements à distance qui se présentent devant nous. Alors, bien sûr, l'enseignement en distanciel est compliqué puisque la plupart des instituts a ou n'a pas encore d'outils ou très peu d'outils ou l'utilisation de ces outils-là sont mis en place. Et donc, c'est aussi un des moyens, la crise, ça a peut-être un effet néfaste, mais en tout cas, ça a peut-être du bon pour entraîner et dédramatiser l'approche via certains outils numériques. Et donc, Thérèse, qu'est-ce que toi, tu as pu voir à travers les différents outils que tu as pu voir, tester, les simulateurs et autres outils que tu utilises, à l'instar de la simulation, de capsules? Qu'est-ce que tu peux avoir un avis? Est-ce que c'est pour mettre en lien le raisonnement clinique? Est-ce que ça aide à la formation? Est-ce que tu as des idées d'outils pédagogiques? En as-tu utilisé ou quels seraient pour toi les moyens qui seraient à conduire? Oui, bon, je pense que c'est important de varier ces méthodes pédagogiques et peut-être de bien les coordonner. Euh, pour le raisonnement clinique, j'ai très souvent privilégié, bien sûr, de partir de situations concrètes, réelles, donc que l'on soit avec des simulateurs, qu'on l'on soit en simulation en santé avec des mannequins haute définition, ou que l'on soit en atelier de raisonnement clinique au niveau d'une unité de soins d'ailleurs, hein, ou à domicile. J'ai très souvent privilégié au niveau de la méthode pédagogique de partir d'une démonstration concrète, et on peut même aller plus loin si on est en salle, et des formateurs ont fait cette méthode qui s'appelle la méthode des cascades convergentes, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation réelle, concrète, on peut mobiliser les opérations mentales des étudiants en petits groupes, bien sûr, et utiliser ce qu'on appelle la méthode des cascades convergentes et divergentes. J'ai d'ailleurs diffusé un exemple d'un IFSI avec Monsieur Oscar dans le livre L'apprentissage du raisonnement clinique. Donc, vous pouvez vous y référer. Et à partir de là, un formateur peut toujours faire ce qu'on appelle des abstractions simples ou des abstractions réfléchissantes. Abstraction simple, c'est plus sur la méthodologie, par exemple du raisonnement clinique. Abstraction réfléchissante, c'est plus sur des concepts. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec les simulateurs Synforels, mais j'ai bien précisé qu'on peut toujours aller de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'on peut être sur des concepts comme bien sûr les émotions positives, etc. Enfin, on peut aller toujours de plus en plus haut. Et je pense que c'est un excellent, c'est motivant pour les étudiants d'aller dans ce sens-là. Après, il y a aujourd'hui des méthodes pédagogiques nouvelles qui m'intéressent énormément, même si j'aurais peut-être plus l'occasion de les pratiquer. Je pense à ce que développe Loïc Martin, par exemple, sur la pédagogie inversée. Ça me paraît extrêmement intéressant puisque les étudiants, et c'est tout à fait applicable au raisonnement clinique, et je pense qu'il ne faut pas oublier au niveau des étudiants d'intégrer dans cette pédagogie inversée des recherches à leur niveau, donc à domicile, des recherches à partir des livres. Je pense que les étudiants lisent peut-être très facilement des articles, mais pas forcément des livres, et je pense que c'est important de le resituer. Un deuxième exemple qui me vient en tête, on en a parlé un petit peu, c'est ce que propose une formatrice qui est de l'IFSI de Corbeil-Essonnes. C'est Lydie Dondelli qui publie sur LinkedIn. Elle diffuse ses exemples sur LinkedIn et je trouve ça extraordinaire. Et elle fait des capsules vidéo en 180 secondes. Donc là, elle en a fait une sur les plans de soins types et les schémas cliniques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces capsules vidéo, elle va en faire 4 et elle commence par le concret. C'est-à-dire qu'elle commence par le chemin clinique et qu'elle va remonter progressivement à la méthodologie. Donc ça, je trouve que c'est une transposition didactique qui est extrêmement intéressante. Voilà. Et puis, il y a certainement d'autres exemples de méthodes pédagogiques, mais je pense qu'il faut qu'on soit très créatif dans l'avenir parce que c'est vrai que
Ça reprend une question qui nous vient d'arriver, effectivement, sur si des soignants souhaitent des cas pratiques filmés dans leur contexte de travail. Est-ce que ce serait une piste envisageable? Donc, moi, je pense que pour apporter un élément de réponse, et comme tu l'as bien dit, c'est la multiplication des différentes modalités pédagogiques qui est intéressante, puisque comme vous le savez, chaque étudiant, chaque personne a des facteurs individuels, cognitifs, métacognitifs, voire motivationnels, qui sont personnels, mais surtout différents. Et donc, c'est dans la multiplicité des approches que chacun va trouver sa propre réponse et lui permettre d'acquérir justement ces connaissances pour pouvoir les transférer. Donc, comme tu l'as bien dit, il y a des outils de simulation qui soient procédurales, patients standardisés, voire en numérique. Il y a la création de capsules vidéo. Il y a des outils pour faire de la pédagogie inversée. Et donc, tout ce qui est mis en situation clinique et qui soit différent de l'ouvrage manuscrit, même si celui-ci a un apport, et on ne le bannit pas puisque toutes les modalités sont complémentaires. Bien sûr que, pour répondre à la question de cette personne, des pratiques filmées, ne serait-ce que pour faire monter l'échange et la pratique réflexive entre les étudiants et avoir un formateur qui est là pour cadrer ou comparer des situations, eh bien, effectivement, c'est intéressant. Et donc, c'est par ces approches multiples que l'étudiant pioche et se construit. Avant de passer à une autre question, je voulais revenir sur une question qui nous a été posée, Thérèse, savoir si tu pouvais revenir un petit peu sur ce qui étaient les indicateurs, puisqu'il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, je ne comprends pas tout à fait ce qu'on entend par les indicateurs, quand tu parlais des indicateurs et des indicateurs. On va reprendre une macro-cible. Voilà, les éléments que vous mettez dans une macro-cible d'entrée. Monsieur X, bon déjà un indicateur, c'est un monsieur ou une dame, âgé 2, donc ça c'est un autre indicateur, est entré pour. Voilà, et là on aura un motif, ou on aura déjà une pathologie, ou on aura un handicap par exemple. Voilà, donc tout ça c'est des indicateurs. Histoire rapide de la maladie, autre indication, bien sûr. Les antécédents pertinents, passifs et actifs, parce que les actifs doivent être explorés dès la synthèse clinique initiale, les passifs, il faut rester vigilant. Hein, s'il a été dépressive, a fait une dépression il y a 10 ans, n'est plus sous traitement actuellement. C'est ce qu'on appelle un antécédent passif, mais il faudra faire attention si il y a effectivement une détresse émotionnelle pendant l'hospitalisation. Voilà. Donc ça sont des indicateurs. Tout ça constitue des indicateurs dans la macro-cible. Autre indicateur, contexte familial, veuve depuis un mois. Voilà, c'est un contexte familial. Une indication qui va devoir nous donner des hypothèses, d'ailleurs. C'est une indication qui devient un indice. Vous me donnez des idées là en réfléchissant. C'est effectivement un indicateur qui peut devenir un indice. Tous les indicateurs ne sont pas des indices pour un raisonnement. Voilà, donc contexte familial, contexte social et contexte professionnel. Et j'attache beaucoup d'importance aux observations référentes dès la prise en charge, dès l'entrée, c'est-à-dire vie seule à domicile, est complètement autonome, était complètement autonome ou était déjà prise en charge par un SIAD, par exemple, et puis dit ne pas être anxieuse et avoir confiance, ou au contraire, dit voilà. Vous voyez, en fait, j'ai mon modèle clinique trifocal un petit peu dans ma tête, hein, c'est-à-dire que ça oriente un petit peu effectivement ces informations contextuelles. Voilà, l'indice, pour répondre peut-être plus profondément, un indice, c'est un signe ou un symptôme. Un patient qui parlait beaucoup pendant sa toilette hier et qui aujourd'hui ne parle pas, c'est peut-être un indice pour moi d'une hypothèse qui traduit peut-être une anxiété parce que je sais que cet après-midi, il doit aller passer un examen qu'il n'a jamais fait. Je vais l'explorer. Voilà, c'est un indice. Je ne porte pas un jugement clinique dessus, je ne tire pas une conclusion, mais je vais explorer. Voilà. Je pense que la notion d'indice permet de rentrer dans un raisonnement hypothético-déductif. Un indicateur peut ne pas être un indice immédiat. Voilà.
Alors, je ne sais pas, hein, c'est compliqué peut-être à répondre. Je ne sais pas si je vous Ça satisfais. suscite le questionnement réflexif et que c'est des choses qui mettent justement en lien pour pouvoir apporter des éléments de réponse par la suite. Oui. Il y avait une question un peu plus générale sur qu'est-ce que pour toi la créativité au sens de comment les étudiants la perçoivent et comment peut-on la développer chez lui. Alors, ça sort peut-être un petit peu, puisque la créativité, c'est au sens des outils créatifs utilisés pour susciter sa motivation et son engagement dans le cadre de dispositifs de formation distancielle. Et à ce moment-là, je te laisserai répondre. Mais moi, en préambule de la chose, ça fait partie un petit peu, alors non pas sous le sens de la créativité, mais sous le fait que dans l'objet de ma thèse, je travaille essentiellement sur quels sont les facteurs individuels, hein, justement, engageants ou motivants des étudiants, donc les facteurs individuels qui les motiveraient à travailler ou non avec un simulateur numérique. Donc, ça ne fait pas toutes les modalités pédagogiques numériques, c'en est une en particulier, mais effectivement, je pense que dans ce qui ressort dans les enquêtes, et ne serait-ce quand on lit la bibliographie anglo-saxonne sur l'utilisation des simulateurs numériques, des vignettes cliniques, vidéo, papier, mais qui mettent en lien une situation réelle, effectivement, c'est des approches qui sont différentes d'un cours magistral pur et dur. Et donc, là, ça suscite de l'intérêt de la part des étudiants. Donc ça, c'est un des éléments qu'on peut voir dans la bibliographie, qui se revoit sur le terrain et le contexte actuel. Maintenant, effectivement, les parts individuelles sur la motivation quand on est confiné en distanciel et chez soi, on sait que parfois ce n'est pas évident, c'est compliqué et malheureusement c'est un problème aussi pour tous. Je ne sais pas toi si Thérèse, tu as des avis un petit peu par rapport à ça. Ta question, elle était autour de la créativité, hein, au départ. Ouais. Elle était autour de la créativité. Donc là, j'en ai reparlé de l'opération mentale qu'on appelle la créativité quand on a parlé de la recherche, hein, avec la compétence 8, des opérations mentales liées à la recherche. La créativité, elle peut être à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut, ça veut dire qu'un formateur ou moi personnellement, j'accompagne actuellement dans le cadre d'un master des étudiants pour leur travail de recherche. Ben, ça veut dire que si on accepte cette opération de créativité, il faut qu'on soit ouvert à des propositions des étudiants auxquelles on n'a pas forcément pensé, s'il y a une très bonne argumentation. La créativité, pour moi, je la situe justement dans une démarche de recherche autour des concepts que l'on peut utiliser. Hein, parce qu'il y a des concepts traditionnels, j'allais dire, qu'on s'attend à retrouver dans une recherche par rapport à un thème ou par rapport à une problématique. C'est sûr qu'on s'attend à retrouver telle orientation, et on a quelquefois des étudiants qui ont effectivement une certaine créativité au niveau des concepts qu'ils proposent, on n'y avait pas pensé. Et si c'est bien argumenté, pour moi, c'est une créativité, effectivement. Créativité également dans les outils. Hein. Aujourd'hui, on a des outils qui sont toujours traditionnels dans les recherches, les questionnaires, les entretiens. Et je pense qu'on a aujourd'hui un développement peut-être d'outils assez modernes qui peuvent être effectivement utilisés au niveau de la recherche. Je n'ai pas d'idée comme ça à donner immédiatement, mais voilà, donc la notion de créativité, après la créativité, elle peut être aussi dans l'analyse des résultats que l'on va faire au niveau de sa recherche. Hein, donc, je pense qu'on voit très très bien hein, avec la différence entre des étudiants qui effectivement restent dans le standard et puis des étudiants qui, sans être farfelus, osent la créativité avec beaucoup d'intelligence. Alors moi, ça m'apporte beaucoup, hein, personnellement, la créativité des étudiants. Justement, ça fait rebondir sur une autre question qui vient d'apparaître, sur justement à l'heure de l'informatique, est-ce qu'on pourrait imaginer un raisonnement réflexif qui soit informatisé avec un guide de questions à poser, par exemple pour la macro-cible d'entrée? Un petit peu difficile ça. Un raisonnement réflexif à partir de la… Ah, ça c'est super ça. C'est un peu un système expert.
C'est-à-dire qu'on peut effectivement, à partir d'une macro-cible d'entrée, avoir des propositions. Avoir des propositions avec un repérage des indices, avoir des hypothèses. C'est le système expert. C'est normalement un système expert où j'avais assisté à ça il y a de nombreuses années, mais ils avaient encore beaucoup de mal. Alors, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible. Voilà. C'est sur le fait que si tu rentres des mots-clés dans un support numérique, une superbe idée. Hein. Avec des indices, effectivement, ça te propose, via l'intelligence artificielle ou via toutes les données que tu as rentrées, que tu as compilées, un certain nombre de pistes qui t'ouvrent les hypothèses et à toi de choisir et d'adapter l'hypothèse en fonction de la personne, de la situation et à toi de mettre ton raisonnement réflexif en place. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas développé, mais ça change un peu de sujet, mais j'aimerais un comparatif avec et je n'ai pas d'attache ni de conflit d'intérêt avec Elsevier Masson, et ils ont une application où on rentre justement des mots-clés, et donc ça nous sort tous les articles qui seraient modélisés en lien avec ces mots-clés-là. Oui. Donc ça peut… c'est tout à fait possible. C'est un système expert et on utilise effectivement l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que là, ça peut tout à fait… C'est un beau défi pour Sim4Health, Guillaume de Cormeilles. Ça peut être une piste, même si ça sort un petit peu de son écart, mais ça peut être une piste, effectivement, d'outils complémentaires. Mais je pense que c'est plus, effectivement, à l'instar des simulateurs, c'est non pas à la société de le faire, mais aux cadres formateurs et aux gens de terrain de le créer en lien avec les bons industriels. Mais effectivement, c'est je pense, d'un niveau de système de dossier de soins informatisé, ça pourrait être très pertinent aussi. Oui, tout à fait. On a une question qui nous vient sur est-ce que le modèle de RDD de Virginia Anderson et Has-been, entre guillemets, nous avons fait le choix, et Has-been en tout cas, pas Walter, hein, bon. et Has-been. Et nous avons fait le choix de maintenir, car c'est une grille de lecture et qu'elle est communiquée, elle est commune pour le moment aux aides-soignants, et nous la complétons avec le modèle trifocal. D'accord. Alors, ça me permet tout de suite de faire la différence entre une démarche clinique et un projet de soins. Entre le modèle clinique trifocal et une théorie de soins. Virginia Anderson est une théorie de soins et elle n'a jamais publié 14 besoins fondamentaux, Virginia Anderson. Ça, c'est une interprétation que l'on a fait de sa pensée. Virginia Anderson était en fait une directrice américaine, qui d'ailleurs est partie après au Canada, mais c'est une américaine. Et Virginia Anderson avait une école hôpital. Elle ne voulait pas être dans une école avec des mannequins parce qu'elle voulait faire la démonstration que dans une même unité, pour la même pathologie, pour le même handicap, on ne faisait pas, par exemple, la toilette de la même façon. Parce qu'il y avait un état clinique qui était différent, il y avait des habitudes de vie différentes, il y avait une force différente et il y avait une volonté qui pouvait être différente. Et ça, c'est un raisonnement autour de l'adaptation du soin au patient. Donc, le modèle clinique trifocal n'est absolument pas incompatible avec la théorie de soins de Virginia Anderson. C'est-à-dire que le modèle clinique trifocal nous permet d'identifier les problèmes, pathologie, handicap, risques, réactions humaines, physiques et psychologiques, et pas que les problèmes, les potentialités, les ressources, etc. Par contre, quand on a une problématique qui est bien précise, on en déduit l'adaptation des soins à passer. On en déduit les soins à faire, soins prescrits et soins prescrits par l'infirmière dans le cadre de son rôle propre, en collaboration avec l'aide-soignante. Par contre, pour faire ce soin à ce patient-là, il y a ce qu'on appelle une démarche d'adaptation du soin au patient. Et dans la démarche d'adaptation du soin au patient, on peut tout à fait s'inspirer de théories de soins, mais plutôt des concepts qui sont dans les théories de soins, puisque les théories ont été écrites à une période donnée, et on n'est plus en 1970, on est quand même en 2020. Donc en 2020, il y a des nouveaux concepts qui ont été publiés par des chercheurs. Donc c'est intéressant, ces théories de soins, effectivement,
de pouvoir les appuyer sur des concepts. Vous avez par exemple le concept de Bandura sur le sentiment d'efficacité perçue, qui par exemple est extrêmement intéressant à utiliser dans la démarche d'adaptation du soin aux patients. Voilà. Donc ça me paraît important aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens au terme clinique, modèle clinique trifocal. C'est pour la démarche clinique. La démarche de soins qu'on a plus appelée maintenant projet de soins nécessite une démarche d'adaptation aux patients entre le soin standard et le soin personnalisé. Et là, on peut s'appuyer sur des théories de soins. Voilà, ça me paraît important. Oui, ça fait apparaître un des commentaires qu'il y a sur les échanges de questions-réponses, où une des participantes dit effectivement qu'il est très important de développer l'analyse réflexive dans la pédagogie du raisonnement clinique, oui. Parce que souvent les étudiants sont trop centrés sur, sur une formation très médicale. Et donc, Oui. ne pas faire abstraction que de quelque chose de médical, mais de le rapporter dans un contexte aussi. Et Tout à fait. C'est bien pour ça que j'ai privilégié le modèle clinique trifocal, qui fait appel également aux réactions psychologiques, aux émotions, aux potentialités, aux capacités. C'est pour moi une approche systémique. Et vous remarquerez que les équipes qui travaillent sur les plans de soins types et les schémas cliniques, quand ils proposent des schémas cliniques issus du modèle clinique trifocal, ils sont sur les 5 dimensions du soin. Donc, c'est vraiment une approche globale. J'aimerais peut-être revenir sur dans ce que tu parlais, peut-être entre la confusion de la démarche clinique de soins ou les théories de soins et les projets de soins. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à redire ou à aborder pour éviter d'avoir ces confusions. Et j'aimerais peut-être repartager une de tes diapositives pour que tu puisses peut-être nous apporter quelques éléments de réponse par rapport à cette thématique. Regardez, je vous partage cet écran-là. Effectivement. Ce qu'il faut dire, c'est un petit peu une structure proposée pour le modèle clinique trifocal. Je tiens d'abord à préciser que ce modèle clinique n'est pas un modèle clinique infirmier. C'est un modèle clinique pluriprofessionnel que l'on aborde avec les niveaux de jugement clinique en fonction de sa législation professionnelle. Actuellement, dans le cadre des chemins cliniques dans les territoires avec ma mission à la NAP, j'accompagne des équipes pluriprofessionnelles et je peux vous certifier que ceux qui comprennent très vite le modèle clinique trifocal sont les médecins actuellement. Et ça leur permet, m'ont-ils dit, d'avoir une vue globale sur leurs patients. Donc, c'est un modèle clinique qui concerne tous les professionnels de santé, mais qui doit être abordé, bien sûr, avec la législation professionnelle. Le premier domaine clinique, par exemple, une infirmière n'a pas la possibilité de valider un problème médical, elle doit collaborer au recueil de données, donc être très précise. Elle peut avoir des hypothèses, et on fait la différence entre débutants et experts, selon le modèle de Patricia Benner. Mais quand le problème est validé, nous avons le devoir de le mobiliser dans la collaboration et non pas de le renommer autrement. Nous avons le devoir de collaborer. Donc, une aide-soignante a tout à fait la possibilité de collaborer également à l'évaluation ou à la prise en charge d'un problème médical. On doit lui donner des informations, mais il est bien évident qu'elle n'écrira pas et elle ne posera pas, bien sûr, un problème médical. Donc, il y a cette notion de législation qui est importante, bien sûr, à comprendre pour qu'on puisse rentrer dans ces niveaux de jugement clinique. Le deuxième domaine, alors dans le premier domaine, effectivement, vous avez là les différents niveaux de jugement clinique. Quand on parle de caractéristiques précises et évolutives, et vous avez vu dans un simulateur, j'ai fait la remarque, altération de l'état cutané, atteinte à l'intégrité de la peau, c'est absolument pas pertinent, bien sûr. Quand on dit caractéristiques précises et évolutives, si c'est une mycose,
eh ben, il y aura des signes précis et des symptômes précis. Si c'est un eczéma de contact, hein, j'ai eu ça une fois avec une étudiante qui avait traduit le terme eczéma de contact alors que c'était validé, hein, on avait un traitement. J'étais en soins palliatifs. Elle avait écrit atteinte à l'intégrité de la peau et bien sûr le médecin n'a pas supporté parce que cette patiente, elle avait un eczéma de contact validé avec un traitement spécifique. Donc, on a le devoir d'être précis et d'avoir des caractéristiques précises et évolutives. C'est pour ça que j'ai parlé d'ailleurs de données évolutives dans le discours autour des simulateurs. Quand je marque soins prescrits, ça ne veut pas dire que dans le premier domaine clinique, on fait apparaître des soins prescrits. Ça veut dire qu'on a un raisonnement autour des soins prescrits. Par exemple, j'ai un médecin qui me prescrit un pansement, d'accord, un chirurgien. J'estime que ce qu'il m'a prescrit pose problème parce qu'il n'y a pas une bonne évolution. Je peux tout à fait faire un raisonnement, bien sûr, autour de ce risque infectieux ou autour de cette problématique qu'il y a au niveau de la plaie, et je dois bien sûr interpeller le médecin pour qu'il puisse changer le traitement et moi-même peut-être lui proposer. Ben voilà, donc, et raisonnement par rapport à l'urgence, on a ce qui c'est très bien écrit dans le texte officiel, donc comment on doit faire apparaître la notion d'urgence. Dans le deuxième domaine clinique, on est sur la gestion des risques. Et la gestion des risques n'est pas toujours apparente dans les dossiers. Hein. Quand je regarde des dossiers de patients, la gestion des risques n'est pas toujours inscrite et c'est un petit peu dommage. La notion de risque élevé avec des facteurs renforçants, la notion de signes précurseurs, c'est-à-dire les étudiants doivent apprendre à identifier les premiers signes qui, en raisonnement clinique, doivent nous faire penser à une hypothèse. Et les signes prémonitoires, c'est lié très à la personne, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui effectivement manifestent, ont des manifestations. On a souvent ça en psychiatrie, par exemple, ont une manifestation et les infirmières ont une hypothèse de risque de décompensation ou ont une hypothèse de début de décompensation. Donc voilà, c'est un niveau de jugement clinique. Le troisième domaine clinique, j'y travaille de plus en plus avec des équipes de terrain et avec des psychologues qui sont issus du courant de la psychologie de la santé, parce qu'on a des comportements en santé qui peuvent se retrouver avec dans ces réactions humaines. Alors, on me pose souvent la question dans les réactions humaines des concepts. Ce que je propose personnellement, c'est d'apprendre aux étudiants un concept vraiment central que l'on appelle le concept d'adaptation. Toute personne ayant un stress va avoir ce qu'on appelle un coping évitant ou un coping vigilant, et tout va partir de là. C'est-à-dire que soit on sera après dans une résilience si on était dans un coping qui est plus vigilant, quand on est dans un coping évitant, on a un accompagnement qui est absolument indispensable pour ne pas tomber dans une détresse émotionnelle. Bah, bien sûr, je dis ça très vite, hein. Très très vite, hein. J'ai écrit dessus dans le livre L'apprentissage du raisonnement clinique, donc je vous invite à pouvoir le lire. Mais cette notion de réaction humaine avec les potentialités, aussi les ressources que les patients ont, me paraissent très importants à identifier, pas uniquement en termes de résultats, à identifier dès le début pour qu'on puisse les prendre justement en termes de mobilisation de ressources et de reconnaissance. Donc, ça me paraît important. Il y a une réaction humaine que je vois, je vais terminer là-dessus. En étant avec des équipes de territoire, là, il y a une réaction humaine qui me vient de plus en plus en tête. Et avec le Covid, je peux vous dire que j'en ai beaucoup parlé avec des médecins urgentistes, justement, c'est la notion d'espérance. Et je crois qu'il y a beaucoup de patients qui ont l'espérance et beaucoup de familles, et que c'est pour moi une émotion positive qu'il faudrait vraiment identifier, mobiliser le plus possible. Et est-ce que on a une demande de savoir si tu peux préciser, distinguer un peu plus encore les signes précurseurs et les signes prémonitoires? Je vais prendre un exemple. Alors, les signes précurseurs, je vais peut-être plus avoir de bons souvenirs là, mais c'est les premiers signes d'apparition d'une complication. Bon, vous avez une décompensation
vous avez une décompensation psychotique, par exemple, hein, chez un patient, où on a une décompensation chez un schizophrène, par exemple. Bah, très souvent, les signes précurseurs, c'est qu'il ne prend plus bien ses médicaments, par exemple. Bon. Et ça, on va le retrouver chez pratiquement tous les patients. Et là, je vais prendre l'exemple d'un patient que j'ai connu, qui était donc schizophrène, et il avait des signes prémonitoires. Et les signes prémonitoires chez lui, c'était dû à, il avait eu un contexte où il avait été ingénieur sur Paris, chez Citroën d'ailleurs, voilà, à Paris. Et il a déclenché une schizophrénie en revenant de la guerre d'Algérie. Et dans ce contexte-là, quand il n'allait pas, avant de faire une décompensation, il prenait l'accent parisien alors qu'il ne prenait pas habituellement. Donc, il avait un changement de langage et c'était uniquement chez lui. Donc, le signe prémonitoire, il est lié à la personne. Hein, c'est un changement qui se passe chez quelqu'un lié à la personne et qui fait penser que, oh là là, attention. Et là, on fait la recherche du signe précurseur. Et très souvent, on tombe, il ne prend pas bien ses médicaments, voilà. Il y a plein d'exemples, hein. Les équipes de terrain ont plein d'exemples comme ça. Mais c'est vrai que moi, je voulais rebondir sur la notion que tu apportais sur la diapositive suivante, enfin précédente, sur la pluriprofessionnalité. Et justement, le partage qu'il peut y avoir, ça viendra sur un des mots de la conclusion que je ferai tout à l'heure. Mais sur cette notion, je pense qu'il y a de très belles équipes qui sont en train déjà de le mettre en place. Je pense qu'il faut tendre vers cette dynamique-là, à l'instar de la mise en place des universités, des sciences de la santé, au sens où dans la mixité de la formation, ça, reconnaître et connaître le champ d'action de tous les paramédicaux ou professionnels. Et donc, il y a des instituts qui travaillent avec des externes et qui font une prise en soin d'apprentissage avec externes, étudiants infirmiers, pour apprendre à se compléter, à être pluriprofessionnel autour d'une pathologie, d'une prise en charge d'un patient. Et ça, c'est vrai que d'avoir cette mixité dans la formation au départ, avec tous les champs professionnels qui gravitent autour du parcours du patient, c'est intéressant et ça mettra et ça permettra, à mon sens, d'avoir une meilleure participation ou en tout cas d'avoir une mise en place d'action, de se projeter dans l'action pour accélérer un petit peu le processus de prise en charge du patient. C'est-à-dire que si on doit avoir un patient qui doit avoir une réadaptation ou être suivi par un kiné, je ne sais pas si tel ou tel acte peut être fait par le kiné et à quel moment cela peut intervenir. Si j'avais travaillé avec lui dans ma formation en amont, je pourrais anticiper certaines demandes, certaines actions, certaines prises en charge et qui amélioreront, à mon avis, son parcours de soins et donc sa qualité de prise en charge et donc le retour précoce, en tout cas à domicile. Et cette notion de pluriprofessionnalité est importante et elle se travaille dans toutes les modalités pédagogiques, essentiellement, comme tu le disais tout à l'heure, avec les différentes modalités d'approche par la simulation. Et c'est justement ce contexte-là, par la simulation pleine échelle, où on peut accéder à ce type d'apprentissage. Guillaume, ça me fait penser qu'on a oublié une partie d'une question sur, à partir des unités d'intégration, où on doit prendre en compte le parcours. Et ça tombe bien dans la continuité de ce que tu viens de dire. Quelle place pour les patients partenaires et les patients experts? Tout à fait. Hein, c'est une question qui nous était posée. Effectivement, tu parles de la pluriprofessionnalité, et donc ça me renvoie aux trois équipes que j'accompagne actuellement pour la NAP dans la construction des chemins cliniques dans les territoires. Et nous travaillons de plus en plus avec la participation de patients experts qui construisent les chemins cliniques avec nous. J'ai l'exemple d'un parcours BPCO où effectivement, c'est le pneumologue qui a proposé un de ses patients experts et il participe avec nous. Et j'ai deux autres exemples avec les critères de fragilité de la personne âgée, un exemple dans les Hauts-de-France et un exemple dans la région parisienne, où là aussi, nous avons les usagers, donc nous rencontrons la commission des usagers et nous avons des usagers et des patients experts qui participent effectivement à la construction de ce qu'on est en train de faire au niveau des territoires. Donc, la question me paraît très pertinente. Ce que j'ai envie de répondre
aux formateurs qui ont posé cette question, et puis donc pour les autres aussi, c'est que c'est en train de se mettre en place au niveau des parcours dans les territoires. Donc, on nous en parle de plus en plus. Ce que je propose pour l'apprentissage, c'est que les étudiants soient informés dès maintenant de la certification 2020 qui est vraiment centrée sur les résultats cliniques obtenus dans les parcours de patients. Donc, ça va être centré sur la notion de résultats. Et dans cette certification 2020, les recommandations et la certification a été préparée avec des représentants d'usagers. Donc, c'est la première fois. Donc, on multiplie le patient traceur pour la prochaine certification. Et on nous a demandé, donc pour cette certification, de préparer dans les établissements cette certification 2020 avec les usagers, avec le représentant des usagers. Et donc, personnellement, j'ai eu l'occasion d'être appelée dans un établissement du Pas-de-Calais et j'ai eu la surprise pendant cette journée de préparation, effectivement, enfin, ce n'était pas une surprise puisque c'est prévu dans la certification 2020, mais j'ai eu la surprise de voir les usagers qui étaient présents pendant cette journée, qui ont réfléchi avec nous pour voir comment préparer cette certification et voilà. Donc, effectivement, je trouve que c'est une question pertinente que ce soit posé là dans les questions qui ont été posées, Guillaume. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais c'est vrai il y a quelques témoignages que tous les conférenciers voient, effectivement, que la place des patients experts est à intégrer dans le dispositif de formation paramédicale. Je pense que ça va aller euh, en s'accentuant. Et, euh, et du reste, il y a certains simulateurs numériques qui ont été travaillés autour, puisque à l'instar de la compétence 5 qui est sur l'éducation thérapeutique en lien avec un patient victime d'un AVC, au départ, ce simulateur a été créé par l'association de patients des victimes de l'AVC en lien avec des médecins. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les patients experts et partenaires étaient intégrés dans la mise en place en tant qu'experts, dans la création du simulateur. Et donc, je pense même que sur des simulateurs de ce type, on pourrait aller beaucoup plus loin sur tout ce qui est le travail d'une de nos doctorantes chez Sim4Health qui travaille sur l'empathie, l'empathie et l'émotion, puisqu'effectivement, une des choses qui est très vraie, c'est que nous soignants, le regard du lit, il y a de nombreux ouvrages qui sortent de ça, de savoir comment nos actions sont perçues par le patient lui-même. Et ça a un reflet sur nos futures actions. Donc c'est pour ça que la place des patients partenaires euh, et des experts dans la formation, c'est un plus. Il y a des choses qui se passent en direct par le non-verbal et ça, un simulateur ne pourra peut-être pas le reproduire. Peut-être que les pratiques filmées avec accord sera intéressante pour la formation, mais à mon sens, ça a des places incontournables, puisque ce qu'on cherche, c'est d'avoir une multiplicité des secteurs, des terrains et des lieux de stage. Parfois, il y a des manques. Et donc, effectivement, multiplier les situations de soins concrètes, comme tu le disais, pour mettre en place tous ces questionnements réflexifs autour est important. Donc, effectivement, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont à faire et même à aller encore plus loin. Il nous reste environ un tout petit peu plus de 5 minutes avant de conclure. Il y avait encore une question, il y avait encore le schéma que tu m'as transféré, Guillaume. On n'a pas répondu. Effectivement, il y avait un schéma qui nous a été proposé. Est-ce que tu veux en parler, en commenter un petit peu? C'est un schéma qui nous a été envoyé où on voit effectivement 3 parties. Un schéma structurant qui s'appelle du trifocal, alors du modèle clinique trifocal à la macro-cible. Et il y a donc la représentation du modèle clinique trifocal. En dessous, il y a le MTEVD et en dessous, il y a la synthèse clinique. Alors, la personne qui a envoyé la question, si vous avez entendu ce que j'ai présenté au niveau de la macro-cible d'entrée avec la synthèse clinique initiale, dans la macro-cible d'entrée, il y a effectivement les éléments, les indicateurs, pour reprendre ce terme-là, qui correspondent au MTEVD. Et
Ce qui m'ennuie dans le MTEVD, comme vous le savez, c'est que le MTEVD, donc maladie, traitement, environnement, vécu, etc., a été proposé dans la région de Bordeaux d'ailleurs, pour le CHU de Bordeaux en premier, a été proposé à une époque où on n'avait pas encore la première certification. Et il faut faire très attention parce que le T, ça veut dire traitement. Et moi, je suis tombée sur des macro-cibles MTEVD où il y avait le détail du traitement. Or, on n'a pas le droit de recopier la prescription médicale. Donc, il faut faire très attention. C'est à une hypertension traitée, par exemple. On ne va pas plus loin dans la macro-cible. On ne reprend pas le détail de la prescription. Donc, dans le MTEVD, il faut faire attention à ça. Sinon, effectivement, avec le MTEVD, on retrouve un petit peu la structure que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est un schéma qui me paraît correct. Je pourrais en discuter personnellement avec les personnes qui me l'ont envoyé si elles souhaitent. Bien sûr, et ça me permet de rebondir sur les contacts et que chaque contact que Thérèse se rend disponible aussi pour répondre à vos questions par la suite, appuyer certaines notions ou données qui auraient été abordées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'engage. Donc voilà. Il reste moins de 4 minutes. Je vais en profiter pour en conclure. Et si vous le voulez bien, faire un témoignage, mais en tout cas surtout preuve de reconnaissance, puisque c'est vrai que la crise sanitaire a fait des dégâts chez nos familles, chez nos collègues soignants, dans la vie de l'apprentissage. Mais surtout, ça a permis aussi d'inciter à la créativité et à l'ingéniosité d'utiliser des supports numériques pour accompagner les étudiants en formation. Et on sait que des formateurs ont redoublé d'ingéniosité pour justement pallier à des difficultés internes de leur institution, de leurs moyens, pour mettre en place le suivi de la formation. Et donc, ça, c'est quand même une avancée aussi dans la dédramatisation peut-être de la mise en place de certains outils numériques qui peuvent passer par les simulateurs, mais qui peuvent passer aussi par, comme tu l'as dit, les capsules vidéo faites par Lydie ou des approches comme le propose aussi Loïc Martin. Donc, il y a des choses intéressantes à mettre en place, mais en tout cas, dédramatiser ces approches-là pour être plus familiarisé, c'est intéressant puisqu'on n'est pas à l'abri qu'une pandémie, une nouvelle crise survienne dans les quelques années qui suivent, voire même prochainement. Et donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant à souligner puisque les outils vont permettre de poursuivre cette formation pour les étudiants qu'on accueille et que vous accueillez. Si on fait un dernier penchant sur les simulateurs numériques, puisque la société Simforel quand même nous permet et vous permet cette mise en place de simulateurs dans votre pédagogie, comme avec la plupart de vous avec lesquels j'ai échangé, effectivement, il y a une réingénierie pédagogique qui est primordiale pour pouvoir savoir à quel moment intégrer et insérer ces outils dans le parcours de l'étudiant, savoir comment vous l'intégrez autour de quelles unités intégratives et surtout peut-être de prévoir la création, et comme on le disait tout à l'heure avec des approches par patient simulé, mais d'avoir peut-être un parcours simulation qui permet de multiplier les approches pour pouvoir sensibiliser le plus nombreux, un nombre maximum, je ne sais pas comment dire, d'étudiants. Donc ça, c'est important d'avoir ces notions-là. Et à terme, je pense très clairement qu'on arrivera à ce qu'on disait, à un parcours de formation par tous ces apports de pratique par la simulation, quelle qu'elle soit, puisque faire du procédural, être en confrontation avec un patient simulé, faire du simulateur numérique pour le raisonnement clinique, ça a un intérêt. Et donc pour tout cela, je voulais remercier effectivement l'implication et la participation de tous les participants, de tous les formateurs, directeurs, cadres formateurs et de terrain qui ont utilisé ou avec lesquels j'ai échangé par rapport à ces outils numériques.
Je voulais te remercier à toi personnellement, Thérèse, aussi pour ton implication dans les observations réfléchissantes que tu as faites et que tu as permis d'accéder à ces notions-là pour l'intégralité des IFSI. Donc, c'est une belle contribution. Je tiens à t'en remercier. Et bien sûr, à tous pour votre disposition. Voilà. Je ne sais pas si Thérèse, tu as un mot de conclusion pour à tous les membres qui sont participants et à tous les IFSI de France, puisque cette vidéo va être en accès libre pour tous les IFSI aussi. Ok. Non, bah, écoute, Guillaume, je voulais bien sûr remercier Sim4Health de me donner aussi cette opportunité. Je suis un petit peu frustrée parce que j'adore les débats, hein, bien sûr, au niveau des conférences. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu frustrant. Mais j'ai la liste des personnes hein, qui donc, ont participé normalement. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail où il y a toujours possibilité. Je suis active sur LinkedIn et donc vous pouvez avoir mes coordonnées. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'accède toujours à des demandes ou des échanges, voilà, pour qu'on puisse effectivement approfondir. Moi, j'apprends aussi toujours beaucoup par rapport à vous, hein, donc c'est important. Et je pense que un des derniers mots de la conclusion, c'est que si tout le monde est en partage avec tout le monde, c'est de partager, et via certains collectifs qui existent aussi, mais via entre nous, justement toutes ces réingénieries pédagogiques, toutes ces innovations pédagogiques pour justement avoir un meilleur niveau de la qualité de la formation pour les étudiants qui sont forcément les professionnels de demain. Et donc, ce n'est pas des choses individuelles à faire, mais des choses collectives. Et donc, Tout à fait. je pense que c'est un axe fort de notre profession aussi. Voilà. Mais écoutez, l'échange et ce débat sera disponible sur les réseaux, seront disponibles aussi pour l'Institut. Un grand merci à tous pour votre collaboration et votre participation. Et en tout cas, prenez soin de vous pour la fin du confinement et surtout la guérison de cette crise pandémique. Voilà. Voilà. À bientôt. Merci À pour bientôt, votre Thérèse. présence. À bientôt.